Bonjour à tous. J'ai eu le plaisir de travailler pendant plus de 4 ans en collaboration avec Elisabeth. C'était vraiment très agréable. Il y a certaines choses que je peux ajouter, c'est que dans le plan de conservation partagée pour les mathématiques, nous en sommes à la 5e phase. Le comité technique a élaboré un document de 1776 titres et nous devons, les scientifiques, nous sommes un petit groupe de 5 scientifiques de par la France, déterminer si tel ou tel titre va rester en fait dans le plan de conservation partagée. C'est un travail d'assez grande ampleur et heureusement pour nous, seulement 1000 titres environ sont répertoriés dans le catalogue fusionné des périodiques, le CFP. Donc déjà, on a une première sous-vague, la vague 5.1, où nous n'avons que 1000 titres à traiter. Alors, donc j'ai voulu un peu parler de problèmes politiques au début, puisque le thème annuel du séminaire d'Alembert est un problème de savoir quel est l'avenir, si vous voulez, de l'université au niveau des financements. Et donc j'ai proposé un titre qui correspond à mes travaux de recherche depuis une dizaine d'années. C'est en fait faire revivre en fait des thématiques mathématiques qui ont été un peu oubliées dans l'histoire et qui ont une autonomie propre et une richesse propre. Et au-delà donc d'une mise à disposition par le monde académique de production actuelle, eh bien j'estime que quand on est dans une bibliothèque, c'est un endroit absolument magnifique, un endroit rêvé. On peut faire des rencontres tout à fait inopinées avec des chercheurs qui nous ont précédés, notamment des œuvres complètes, et que ça, c'est un moment absolument merveilleux qui peut provoquer des résurgences thématiques inattendues. Et voilà, je suis toujours assez admiratif quand j'ouvre un livre au hasard. Alors, je peux donner un exemple. Il y a environ 3 ans, j'étais dans les rayons de la bibliothèque et j'ai découvert un livre de Henri Sy, qui était à Zurich et qui a fait un livre de 3 volumes sur l'analyse complexe, qui a fait effectivement le traité le plus abouti que j'ai jamais vu dans ma vie et qui n'est répertorié par essentiellement personne dans les bibliographies actuelles. C'est un livre qui a été oublié, qui a une extraordinaire richesse, une forme d'exhaustivité qui m'a vraiment fasciné. Alors, je passe à la page suivante. Donc, je vais essayer de donner quelques exemples de résurgence d'un savoir mathématique ouvert. Alors, l'ouvert, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en ai parlé dans une thèse de philosophie des mathématiques que j'ai soutenue en 2012 à l'Institut Henri Poincaré. Alors, je vais résumer à grands traits. L'ouverture, c'est quelque part, il y a un espace libre. En fait, chaque mathématicien, c'est une métaphore un petit peu simplette que je vais utiliser. Il est jeté dans l'univers comme ça. Il peut créer un peu ses propres mathématiques. Et il y a un autre mathématicien qui va se retrouver aussi tout nu dans l'univers mathématique et qui va se retrouver à se dire « je me pose plein de questions, est-ce que j'aperçois les étoiles, les planètes, etc. » Puis il ne se rend pas compte que peut-être un siècle auparavant ou 50 ans auparavant, il y avait un autre mathématicien qui l'a précédé, qui s'est posé des questions assez proches ou peut-être parfois même exactement les mêmes et qui parfois est peut-être allé plus loin, est allé plus proche du centre de la galaxie, etc. Et c'est assez troublant, ça, c'est que dans un trésor qui n'est pas seulement un patrimoine, disons, figé dans une bibliothèque, on peut se dire que là, il y a un moment de recherche bibliographique qui peut consister à dire, quelqu'un l'a peut-être déjà fait, ce que je cherche à faire, l'a peut-être fait mieux, ou du moins il peut me parler, en fait. C'est très étonnant, cette histoire un livre, ça ne parle pas, bien évidemment, mais quand on a l'habitude de traduire, en fait, quelque chose qui est figé, qui est un texte écrit en des paroles informelles, ce qui n'est pas facile, arriver à transmuter, si vous voulez, un texte écrit qui a toute sa lourdeur, disons, d'exposition et son opacité, arriver à traduire un texte que l'on lit comme si c'était un exposé qu'on faisait au tableau, c'est un niveau d'activité mentale que j'ai bien sûr pas réussi à mettre en place quand j'étais au CNRS avant d'arriver en tant qu'enseignant ici, et qu'il m'a fallu des années, même en étant ici, pour être capable de mettre en place. Et il est vrai qu'effectivement, récemment, il y a environ 2 mois, je suis arrivé dans la bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y a un problème que des chercheurs aux États-Unis, dans l'université d'Austin au Texas, travaillent avec 2 étudiants en thèse, un chercheur qui s'appelle Igor Zelenko depuis des années. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il était passé à côté du fait, et même c'est un théorème qui est attribué à un japonais qui s'appelle Takagi, qui est un japonais très célèbre qui a fait de l'algèbre très abstraite. Et en fait, non, c'est un théorème qui est en fait dû à un certain Auton, un Français, qui est complètement oublié dans l'histoire. Et je suis arrivé à la BJH et j'ai vu qu'il y avait un livre de 2 Américains qui fait les choses un peu, qui s'appelle Matrix Theory, un truc comme ça, qui est très cité.
en cherchant un petit peu, puis je me suis rendu compte que dans un exercice, il propose en exercice de faire ce que je cherchais à faire, ou du moins que d'autres personnes n'ont même pas pensé vraiment à la garder. Et puis je me suis rendu compte que dans les rayons de la BJH, la thèse de Houghton était là. Il suffisait de la prendre, de la regarder. Alors pour la lire, c'est une autre affaire, c'est quand même difficile, c'est un autre langage. Voilà, donc c'est ça aussi les bibliothèques, c'est que moi j'ai une espèce de croyance très forte en les bibliothèques. Alors j'avais par bonne conscience voulu un petit peu parler des thèmes, le savoir marchand. C'est des vraies questions qui se posent actuellement, qui sont encore renforcées dans une période électorale. Et en fait, en faisant une répétition hier, je me suis dit non, ça m'intéresse pas tant que ça finalement. Et finalement, je pense que je suis pas très compétent pour en parler. Et ma réaction, alors je dis pas que c'est pas des questions cruciales à notre époque, bien au contraire. J'avais prévu d'en parler, mais je vais peut-être pas en parler pour pas parler trop longtemps premièrement. Et aussi pour une autre raison, c'est que je pense que nous, les mathématiciens, d'une certaine manière, nous sommes un petit peu dans notre propre monde que nous créons par nous-mêmes. Alors bien sûr, il y a des collègues qui font des mathématiques qui ont des applications. Moi, je suis plus proche d'un mathématicien comme Hardy, et je vais en parler un tout petit peu, qui a fait un théorème absolument magnifique, qui est l'estimation asymptotique du nombre P de n de partitions d'un entier n. J'ai toujours rêvé de l'enseigner ici en cours d'analyse complexe, et j'ai jamais eu le temps parce qu'on n'a que 12 séances de 12 heures. C'est un théorème magnifique qui utilise le théorème des résidus au bord avec un truc qui est complètement, mais improbable, qu'un problème d'arithmétique soit résolu avec des fonctions holomorphes. C'est totalement improbable sur le plan de l'histoire des mathématiques. Et Hardy et Littlewood ont réussi à le faire dans les années 30. Donc Hardy, il a fait quelque chose d'assez, disons, provocateur, qui m'amuse un petit peu. Alors, bon, c'est très connu, c'est célèbre. Hein. Voilà. Donc il y a des choses qui sont perturbées. Qu'est-ce que c'est que les vraies mathématiques d'après Hardy? C'est quoi? C'est ce qui est inutile. Donc les mathématiques pures, on dit plus trop les mathématiques pures parce qu'il y aurait les mathématiques impures. Alors il faut éviter. Et on dit les mathématiques fondamentales, de manière assez pudique actuellement. Donc il dit les mathématiques à l'école, calculatoires, c'est pas ça les vraies mathématiques. Et puis en fait, il s'est fait un auto-procès en disant est-ce que ce que j'ai fait c'était utile, intéressant, etc. Finalement, pour lui, ce qui compte, c'est que ça n'a pas vraiment d'incidence sur le monde. Et voilà, donc il dit aussi je n'ai qu'une chance d'échapper à un verdict de pure trivialité, c'est que en tant qu'artiste, parce que les mathématiciens sont aussi des artistes, à mon avis, j'ai aussi un collègue qui est à Lille qui dit la même chose, il pense que nous sommes des artistes, il dit au moins en tant qu'artiste, j'ai fait quelque chose, quoi. Donc bon, je ne vais pas parler des aspects un petit peu guerre, etc., mais je vais plutôt parler des aspects un petit peu provocateurs. Il dit, quand le monde est fou, je trouve que quand même c'est un peu d'actualité, un mathématicien peut trouver dans les mathématiques un tranquillisant incomparable. Alors je ne pense pas que le anodine, là c'est la bonne traduction, c'est un terme plus compliqué à mon avis, qu'un calmant, un tranquillisant, car les mathématiques c'est un art, les mathématiques, ça c'est sûr. Il y a un problème, c'est que c'est assez austère aussi. C'est assez lointain aussi, c'est assez inaccessible, tout le monde ne rentre pas dedans. Ça aussi, c'est ce qu'on nous reproche à nous les mathématiciens. Mais en tout cas, les théorèmes ne sont pas négociables. C'est un monde, on ne choisit pas si c'est vrai ou faux. Ça aussi, c'est une grande difficulté dans le monde des mathématiques. Et Hardy disait que son ennemi principal, c'était Dieu. Il était très athée. Mais en fait, c'est plus subtil que ça, parce qu'on se bat avec Dieu quand on fait des mathématiques, d'une certaine manière. On se bat avec des vérités éternelles qui nous échappent. Et donc, on a des adversaires d'une certaine manière. En tout cas, il dit que le point de vue qui dit réductionniste, les objets qui nous entourent, que ce soit des collections d'électrons ou quelque chose qui est dans l'esprit de Dieu, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas ça qui l'intéresse le plus. Il dit que le mathématicien n'a pas besoin d'être attaché. Alors, tethered, c'est peut-être pas la bonne traduction, le terme attaché, à la réalité physique ou à la physique dans sa réalité. Et là, il y a une phrase qui me plaît magnifiquement et qui correspond à mon avis pas seulement à ma sensibilité personnelle, qui est vraiment ce que font les mathématiques en tant que telles. Il dit « Imaginary universes are so much more beautiful than this stupidly constructed real one. » Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, avec la maturité que j'éprouve maintenant, quand j'étais jeune, j'avais de vagues intuitions de ce que ça pouvait être, ce que disait Hardy à cette époque-là. Et maintenant, plus je progresse dans ma compréhension de ce que sont les mathématiques, plus je suis absolument fanatique de cette phrase, parce qu'effectivement, dans les mondes, alors je ne vais peut-être pas être tout à fait en mesure de vraiment vous faire sentir cela,
parce que ça, c'est après des années de travail et puis de souffrance, bien sûr, on souffre en mathématiques. C'est impossible qu'il n'y ait pas de souffrance en mathématiques. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, les univers imaginaires, alors imaginaire, c'est un mot extrêmement vaste. Il y a la thèse de Holton sur l'imagination scientifique qui montre à quel point c'est vaste. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont quand même des mondes qui sont créés par l'esprit humain et qui sont des mondes qui ont vraiment une autonomie propre, qui sont des règles de jeu, des axiomes, qui sont des mondes où quelque chose peut se déployer de lui-même sans aucun support réellement matériel, sans Dieu même d'une certaine manière, si on peut dire. Et donc je pense qu'effectivement, ces univers sont extrêmement attrayants, extrêmement vastes, et on est vraiment confronté à l'infini en permanence dans les mathématiques. Et j'insiste sur le fait que ce sont des infinis potentiels. Alors là, j'ai plus le pointeur, mais c'est pas très grave. Donc ensuite, bah, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dessus. Et puis évidemment, du point de vue de la société, c'est un type de discours qu'on aurait du mal à tenir à notre époque. Néanmoins, je pense que ce discours a du sens. Ensuite, donc, un certain Hogben, qui a été récipiendaire d'un prix Nobel, je crois, en physique, il reproche à ce point de vue de Hardy, ben voilà, le mathématicien d'apologie, c'est un petit livre de tel clown cloîtré rendre le monde malade. Donc, effectivement, il y a toujours cette polémique entre les mathématiciens et le reste du monde. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'avais prévu de parler, mais alors je vais faire un résumé en quelques minutes seulement, puisque nous sommes dans le problème de la marchandisation au sein du savoir, et puis les questions que ça pose par rapport à l'avenir. C'est un peu des questions qui ne sont pas si lointaines que ça, avec des problèmes environnementaux. Il y a un rapport parlementaire sur l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, on parle bien sûr de l'avenir ici, qui vient de paraître il y a environ un mois. Et dans ce rapport, on trouve des choses assez étonnantes qui ont un peu fait hérisser les cheveux. Alors, je vais vous faire... j'ai pas envie de parler trop de ça, finalement. Dans ce rapport, on essaie de remettre en cause ce qu'on appelle le modèle diamant, c'est-à-dire que ni les auteurs, ni les éditeurs, personne ne paye, sauf peut-être des institutions qui financent des revues comme le Centre Mersenne, que Elisabeth vient de signaler. Et effectivement, les mathématiciens sont enthousiastes pour ceci, parce que ça veut dire qu'on reprend la main, si vous voulez, sur nos productions intellectuelles, qu'elles ne sont pas prises en main par les grandes majors de l'édition, qu'elles ne sont pas, si vous voulez, marchandisées. Et c'est effectivement ce qui s'est passé depuis les années 1996 à 99, avec la création de ces bouquets d'abonnements. Donc les mathématiciens, dans leur grande majorité, et même d'autres disciplines scientifiques, comme la physique, veulent dire, bah oui, nous on met nos articles sur archive.org, c'est gratuit. C'était volontaire. Elisabeth, d'ailleurs, pour rejoindre ce qu'elle vient de dire, j'ai un collègue qui venait de Genève, qui était dans mon bureau il y a 3 ans, il m'a dit, il a publié un article aux Annales of Math. Bien, belle revue. Il me dit, mais non, je ne vais pas sur Annales of Math, c'est difficile de prendre le PDF, tu vas directement sur Archive, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller sur le site de la revue. Parce que là, c'est gratuit, c'est rapide, c'est efficace. J'ai un collègue aussi qui m'a dit, oui, mais Joël, tu m'as demandé de mettre tous mes articles sur HAL, mais c'est beaucoup moins bien fait que Archive. Effectivement, le problème, c'est que Archive gagne parce que c'est efficace, c'est direct, il n'y a pas de chichi, c'est extrêmement clair, c'est très bien pensé, c'est américain, c'est rapide, c'est bien. Donc effectivement, il y a une manière de reprendre la main. Alors évidemment, ça implique que chaque acteur scientifique fasse l'effort de mettre à jour ses publications sur ses serveurs d'articles. En fait. Et effectivement, bon, on essaie de faire des rappels régulièrement pour dire... Voilà, donc dans ce rapport, si vous voulez, j'ai fait des extraits comme ça que j'avais répétés, mais je ne vais peut-être pas trop faire ça. Je vais aller directement sur... Alors maintenant, j'ai plus de pointeur, voilà. Oui, c'est ça. Donc essentiellement, il y a tout du blabla sur lequel tout le monde est bien d'accord, évidemment. Et ensuite, eh bien, il y a une attaque du modèle diamant. C'est-à-dire, là, voilà, derrière les discours favorables à la science ouverte devenus un mot d'ordre militant, alors il faut savoir qu'en France, justement, nous sommes à la pointe. Il y a tout un ensemble autour du RNBM et aussi il y a des listes de diffusion où des gens sont très actifs pour militer en faveur d'une science vraiment ouverte et vraiment gratuite. Eh bien, il faut faire un état des lieux sans concession, il faut voir des pistes d'évolution. Et surtout, là, il y a une phrase qui ne cache pas trop ce qui va se passer ensuite. Une politique de la science ouverte qui soit réaliste. Alors, à un moment, ils utilisent le mot « réel politique » quand même, hein. À un moment, ils vont un peu loin quand même. Équilibrée, respectueuse de la liberté académique, ça, on ne demande que ça. Mais la liberté académique, en gros, c'est respectueuse de certains éditeurs qui sont des éditeurs qui ne sont pas tout à fait vertueux, en fait. Ça débouche assez vite, là, vous voyez le mot réel politique. Des changements raisonnables. En gros, ce rapport, c'est il faut contrôler
les irréductibles gaulois qui pensent qu'il faut tout faire transformer en modèle diamant. Alors heureusement, Frédéric Crélin, qui a été directeur de RNBM et que Elisabeth connaît très bien, a immédiatement pris la plume dans un blog pour, disons, en gros, contredire les choses les plus importantes. Il dit par exemple que la conclusion principale du rapport serait que l'édition scientifique serait menacée par l'hégémonie future d'un certain modèle diamant. C'est complètement faux. De toute façon, il y a au maximum 9% ou 10% des articles qui le sont. Et de toute façon, il y aura toujours une diversité des éditeurs. Donc ça, c'est pas possible que ça se produise. Et le vrai problème, c'est l'hégémonie et comme Elisabeth l'a rappelé, j'avais fait un exposé ici de présentation il y a environ 3 ans, où on montrait effectivement que les bénéfices, c'est de l'ordre de 40%. Il y a 40% chez les éditeurs. C'est beaucoup plus que BMW, effectivement. Donc il y a vraiment un gros problème. Et ça, c'est avec la complicité, entre guillemets, de l'État. Et ça, voilà, on essaie de résister contre ça. Alors là, il y a dans ce rapport quand même un rapport qui n'est pas un rapport McKinsey, hein, ça a été fait par, il y a des scientifiques dedans. J'en parle à un certain moment, je vais zapper parce que je ne vais pas rentrer trop dans les problèmes politiques. Je vais plutôt faire un peu de maths après, un peu de maths, disons, juste sans rentrer trop dans les détails. Donc il y a une phrase comme dit, la même communauté de hackers idéalistes travaille aussi à la diffusion gratuite et immédiate des données scientifiques. Alors les données scientifiques, c'est les données de la recherche, je vais peut-être en parler dans un instant, faisant fi du droit de la propriété intellectuelle. Alors communauté de hackers idéalistes, ça veut dire qu'en fait ce rapport a été mandaté par le ministère avec une espèce de crainte qu'effectivement il y ait un basculement à terme vers une forme de liberté trop grande par rapport aux droits des éditeurs. Je vais m'arrêter là-dessus parce que mon point de vue est quand même un peu comme celui de Frédéric, de résistant indécrottable. Et je préfère donc là aussi à tout ce qui concerne... alors là, c'est un graphique que j'ai trouvé sur Rogue ESR qui montre l'investissement par étudiant suivant les 3 dernières présidences, en partant d'une base 100 au début de celle de Sarkozy, jusqu'en 2022, l'investissement de budget par étudiant en France à l'université. Et on voit aussi un autre graphique juste ensuite qui montre qu'en 2021, 800 ou 850 millions d'euros ont été dépensés pour des cabinets de consultance mandatés par le ministère. Et on voit que le budget annuel de l'ANR, c'est-à-dire les projets de recherche qui sont donnés aux scientifiques. Alors, j'ai discuté récemment avec Christian Houzel, qui est un historien des mathématiques à Jussieu émérite, et qui a discuté avec quelqu'un qui venait d'un cabinet ministériel il y a peut-être une dizaine d'années, et qui lui avait dit comment donner moins à la recherche, créer l'ANR, en fait. Et on voit que le budget est plutôt assez bas par rapport à ce que dépense le gouvernement en cabinet de consultance. Il est plus bas. Voilà, donc je vais arrêter sur cette parenthèse un peu politique parce que ça peut m'énerver. Et puis je pense que je ne suis pas compétent pour en parler. Et je vais commencer à parler un peu de mathématiques en commençant par des aspects un peu philosophiques. Tout d'abord, je voudrais parler de Nessim Sibony, qui était un collègue qui vient de nous quitter après une maladie qu'il a fait partir assez vite. Et donc, il a soutenu sa thèse en 1974. Et il m'avait toujours dit que c'était sous la direction de Gustave Choquet. Or, Jean-Michel Bismuth m'a dit Joël, comment tu sais ça? Alors, je suis allé dans la bibliothèque et j'ai vu dans le catalogue qu'il y avait 2 fois la thèse de Sibony dans le catalogue. Je suis allé dans la rayon, il n'y était pas. Et heureusement, Elisabeth m'a écrit le soir à 21h09, on le voit ici, qu'elle a réussi à scanner. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait ça aussi vite. Vous avez retrouvé la thèse dans le fond? Ah, elle était à la BU. Ah, d'accord. Ah non. Donc, merci beaucoup, Elisabeth. Et ensuite, elle a aussi envoyé à Jean-Michel Bismuth. Et on a pu voir en première page, donc ça, c'est le début de la première page, qu'en fait, Choquet était dans le jury, mais en fait, bon, c'était une thèse d'État. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un directeur officiel comme il y a maintenant. Peut-être que Pierre Pensieux est plus à même de m'éclairer sur cette manière de procéder que je n'ai pas connue. Et on voit aussi qu'un certain Ferrier, donc Bismuth me demandait, mais Ferrier, au fait, peut-être qu'il était directeur, mais en fait, j'ai vu dans quelques pages qui suivent qu'il était en fait co-signataire d'un article de Nessim Sibony. On peut le voir dans la thèse, donc je n'ai pas scanné d'autres reprises du scan d'autres pages. Donc Nessim Sibony a fait surtout des fonctions de plusieurs variables complexes, des fonctions holomorphes à plusieurs variables complexes. Et
On voit quelques textes qui montrent que Nessim était assez intransigeant au niveau de ses propres résultats et aussi parfois au niveau de ceux des autres. Et ce qui me plaisait en lui, c'est qu'il avait un tour philosophique, comme dit Bismuth. Et je vais donc partir de deux affirmations qui m'ont particulièrement frappé, qu'il a dû faire en ma compagnie et que j'ai conservé en mémoire. Il y a un carnet qui va paraître à la Gazette des mathématiciens dans quelques semaines. Et 10 personnes, dont moi, ont écrit un article d'environ une page à la mémoire de Nessim Sibony. Et il disait, nous, les mathématiciens, nous sommes des artisans. Alors moi, je dis aussi, nous sommes des artistes aussi, un peu les deux. Il disait, alors je vais commencer à réfléchir un peu et à penser un peu les choses avec vous. Il disait, des artisans qui dissimulent dans les énoncés de leurs théorèmes ce que les outils de leurs ateliers peuvent réellement atteindre. Quand il m'a dit ça, je n'en revenais pas, parce que j'ai fait de la philosophie des mathématiques essentiellement depuis l'âge de 15 ans, et quand il y a quelque chose de nouveau qui m'arrive, ça me fait des vibrations comme ça, puis ça me reste longtemps. Parce que là, j'ai vraiment compris quelque chose qu'il avait compris que je n'avais pas compris quelque chose. Et ce qu'il dit par là, c'est que dans l'énoncé d'un théorème, se manifeste ce que nous sommes capables de faire, et incidemment, de manière presque implicite et inconsciente, se manifeste ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et je dis d'un point de vue très philosophique, c'est une expression de la réflexivité intrinsèque du discours mathématique qui dit que ce que je vois dans le monde que j'entrevois, qui est un monde, comme on vient de dire, qui est un monde imaginaire, un monde qui est totalement construit de manière mentale, il y a quelque chose qui est ce que la vague de ma progression permet d'atteindre, et puis il y a les autres univers que je n'atteindrai pas. Alors bien sûr, ça fait penser à la théorie de Galois, au moment où le fameux traité de Lagrange montrait qu'il y avait des limites aux résolvantes. Il y a des moments où effectivement, il y a des choses qui bloquent, où ça fait penser bien sûr à la quadrature du cercle, il y a des choses comme ça. Je ne m'étends pas là-dessus. Et il y a une autre phrase qui là est pour le coup vraiment dans l'exposé d'aujourd'hui. On écrit des mathématiques pour les oublier. N'y a-t-il rien de plus paradoxal que cette phrase que je vais m'évertuer à vous expliquer aujourd'hui, puisque nous parlons des bibliothèques, du patrimoine, de la conservation des sources mathématiques. Or, Nessim Sibony, qui était un mathématicien éminent, m'a dit, en 2012, j'étais à son domicile, je pense qu'on avait bu quelque chose. Et il me disait, Joël, on écrit des mathématiques pour les oublier. Là, bam, complètement désorienté, le coco, je ne savais plus où j'étais. Et finalement, en continuant à réfléchir à cette phrase, j'ai compris des choses. Premièrement, dans un passé non très lointain, on écrivait des mémoires en mathématiques. Vous vous souvenez ça, au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle. Un grand texte d'une cinquantaine, d'une centaine de pages dans les œuvres de Lagrange, ce sont des mémoires. Pourquoi appelle-t-on cela des mémoires? Un mémoire parce que on doit en conserver la mémoire. Parce que un mémoire, c'est pas seulement un article de mathématiques, à une époque où il n'y avait pas cette offre de revue, c'est aussi quelque chose qui est mettre sur le papier ce qui a été une vie de l'esprit pendant quelques mois, ou voire quelques années, et qui ne doit pas s'effacer complètement. Pourquoi? Il y a un effacement intellectuel, il y a un effacement de la mémoire, parce que les créations mentales que l'on fait, la recherche, les centaines de pages de brouillons et de calculs que nous mettons en place pour parvenir à un résultat, ou parfois même sur des ordinateurs des fichiers de calcul, ce sont des choses qui s'évaporent fatalement. Il y a des choses qu'on oublie dans la vie et on est obligé de s'en débarrasser parce qu'il faut laisser recréer de l'espace vide, dur, dans le disque dur du cerveau. Sinon, il y a trop. Et ça, c'est quelque chose qu'un collègue à moi qui doit probablement pas venir de lui m'avait dit une fois, les jeunes ne se rendent pas compte, mais ils ont le cerveau assez vide. Et nous, voilà, on a le cerveau trop plein. Il faut faire de l'espace dans ce cerveau. Et c'est profondément vrai. Donc, il y a dans l'idée que les anciens appelaient ça un mémoire, c'est quelque chose, je fais un peu de philosophie, je le reconnais, c'est que dans l'écriture se joue une forme de cristallisation des moments de pensée qui sont des moments intuitifs, des moments de vraie vie intellectuelle, qui ensuite, quand il n'y a plus que le squelette de l'écriture, sont des moments qui sont tristes quelque part par rapport à tout ce que ça peut pétiller d'intelligence quand on réfléchit.
Néanmoins, si on se remet 1 an, 2 ans plus tard, quand l'article a été publié, évidemment, tous les collègues le disent, mais c'est insupportable de revenir sur un article où on a 20 choses à changer parce que le référé s'est échiné à essayer de comprendre ce qu'on avait mal écrit à tel endroit, puis dit mais là c'est pas assez clair, mais on a oublié entre-temps. C'est difficile de se souvenir de tout, surtout si on a travaillé sur d'autres domaines, sur des choses très différentes. Et donc on doit recréer ces constructions mentales, ce qui est une souffrance, c'est une double souffrance, parce qu'on dit mais je l'ai fait, je l'avais en tête. Et maintenant il y a peut-être, je sais pas, même s'il y a que 30% qui sont partis, c'est suffisamment pour exiger un travail conséquent. Donc, donc je vais revenir aux bibliothèques, je pense que vous l'avez déjà plus ou moins deviné, c'est que nous sommes dans une nécessité absolue d'avoir une trace écrite, nous les mathématiciens, et d'ailleurs, la pensée se fait dans le mouvement même de l'écriture aussi, quand on crée. On ne peut pas créer des mathématiques si on n'écrit pas, on ne peut pas enseigner des mathématiques si on n'écrit pas au tableau. Tous les cours se font au tableau encore, avec un instrument qui, comme j'ai souvent répété en présence d'Elisabeth, pour défendre les bibliothèques, un instrument qui est encore plus ancien et plus primitif et plus simple qu'un livre. Le livre, c'est quand même Gutenberg, l'imprimerie, enfin même avant, il y avait des incunables, des manuscrits, etc. Mais la craie, c'est encore plus préhistorique. La craie, c'est quelque chose de très simple. On a besoin d'écrire parce que la pensée se fait en mouvement dans l'écriture elle-même. Or, la bibliothèque, elle va avoir en mathématiques une importance absolument capitale parce qu'elle va conserver, si vous voulez, ces éléments qui sont des éléments temporels, qui sont condensés et qui sont des traces mémorielles, des mémoires, qui ne vont pas complètement s'effacer. Dans cet univers mathématique infini, les gens sont allés en direction de telle étoile, telle planète, il faut qu'il reste une trace et que nos bibliothèques soient à même de réoffrir ces traces aux éventuels futurs explorateurs de ces régions de l'univers mathématique. Et donc, cette idée d'exhaustivité dans la conservation du PC-Math, c'est une idée absolument essentielle, parce que, et je vais donner un exemple, je pense que j'ai fait suffisamment là-dessus, je vais rentrer un peu dans quelques maths que j'ai touchés récemment. Je ne vais pas parler trop longtemps, je l'ai promis, peut-être maximum 15-20 minutes, pour pas qu'on ait l'impression que ça dure trop longtemps. Je vais encore donner un exemple qui m'a fait grand plaisir, c'est qu'Elisabeth, elle a eu le courage d'aller faire une demande de PEB en Allemagne pour une thèse d'un certain Mark Verman, les surfaces homogènes en 4 dimensions, donc les hypersurfaces de dimension 3 dans R4, une thèse qui a été publiée en 2001, mais qui est parue en 2001 à l'université, mais qui n'a jamais été publiée. Et elle a réussi à trouver ça. On a réussi à le numériser ici au sein de la bibliothèque. Je crois que c'est Myriam Bluto qui l'avait numérisé. Voilà donc un extrait de ces pages. Donc on a des matrices avec des sous-groupes du groupe affine. C'est extrêmement compliqué. Il y en a plus de 200 pages. Ça n'a pas été publié parce que c'est trop compliqué d'une certaine manière. Et puis d'autres personnes, notamment Michael Eastwood, qui est en Australie, a retravaillé dessus avec un certain Vladimir Ejov, aussi d'origine russe. Moi, je suis en train de travailler dans cette direction. Je donne un autre exemple. C'est la thèse de Wunschmann. Alors ça rejoint, je suis très content de ce que disait Elisabeth il y a un instant. Ah oui, mais les thèses sont demandées. Eh oui, c'est vrai. Encore un exemple, c'est que ici, la thèse de Wunschmann, j'ai un collaborateur qui est à Varsovie, qui est actuellement en Chine parce qu'il enseigne avec des émoluments qui ne feraient pas lire peut-être certains éditeurs, certains majors de l'édition. Il enseigne des mathématiques en Chine actuellement. Et lui, il a toujours essayé de se procurer une certaine thèse de Wunschmann de 1905 qui est sur les transformations de contact. Et Wunschmann a découvert un invariant. Je ne sais pas si Wunschmann est un élève de Lie ou de Engel, je ne sais pas, de cette école. Moi, j'ai vaguement essayé de trouver, je n'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il faudrait que je m'adresse à une bibliothécaire très experte qui peut-être me la trouverait un jour. Et ça intéresserait pas mal de gens. Et donc, je vais aller très très vite. Je vais parler très très peu de temps de ça. Donc, en 1943, Cartan a démontré que pour les invariants différentiels d'une équation du troisième ordre, quand 2 d'entre eux sur 4 ou sur 3, suivant qu'on compte, s'annulent, l'invariant de Wunschmann et l'invariant de Cartan, eh bien, on peut construire ce qu'on appelle des métriques de Einstein-Weyl, qui sont des solutions des équations de Einstein-Weyl, qui sont les équations d'Einstein pour les métriques conformes. Et donc ça, c'est un truc qui a excité beaucoup de gens, notamment en Grande-Bretagne, à partir des années 70, et personne ne sait résoudre ces équations. Dans la littérature, jusqu'à ce qu'on fasse cet article ensemble en 2020, eh bien, il n'y avait que des exemples avec un certain nombre fini de constantes arbitraires. Nous, on a trouvé, et Cartan a démontré en 1943 que la solution générale dépend de au moins une fonction de 2 variables.
Donc nous, on a réussi à trouver une solution, une sous-solution de la solution générale qui dépend d'une fonction de une variable avec un polynôme en z moins xp. Bon, je passe un peu les détails, c'est imprésentable comme ça en quelques minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière assez inattendue, donc c'est invariant de Wunschmann, il est écrit ici, vous le voyez ici, W de H. H, c'est une fonction de 4 variables, x, y, p et q. Et donc, c'est une EDP qu'il faut résoudre. On ne sait pas le faire. Elle est non linéaire, elle est trop compliquée. Je ne sais plus, il y a 27 termes, je ne sais pas. On demande, c'est pas résoluble, je pense, avec des fonctions connues. Et en fait, dans un problème que je travaillais par hasard, dont je lui ai parlé, il s'est mis à le travailler lui aussi. Et il a constaté qu'il y avait une espèce d'équivalence entre les deux structures de Cartan qu'on construit à partir des deux problèmes, et que l'invariant de Wunschmann, quelque part, lui correspondait par un opérateur qu'on ne sait pas écrire dans le cas général, malheureusement, ce qu'on appelle l'invariant de Monge. Et cet invariant de Monge, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a trouvé aussi un article de Monge, de 810. On voit donc quelque chose qui ressemble à ce que je viens d'écrire, y moins px. Vous prenez une quadrique, c'est-à-dire une équation du deuxième ordre en xy dans le plan, et dire que c'est une courbe est contenue dans une quadrique revient à dire qu'elle satisfait cette équation de Monge. C'est assez facile, et Alphen, je suis allé dans la bibliothèque une fois à la BJH, peut-être il y a 2 ans, il y a un article de 3 pages d'Alphen où il te refait ça en 2 coups de cuillère à peau, c'est très élégant, et Alphen a fait des choses très non triviales aussi en théorie des invariants différentiels. J'arrête un peu là-dessus, peut-être que je me donne encore une dizaine de minutes, je vais très rapidement dire que l'intérêt d'aller voir, donc mon message, qui est un message que je me suis donné à moi-même aussi, dans ma trajectoire de recherche, qui est un peu original, je le sais, c'est qu'il y a des trésors de mathématiques qui sont enfouis, et notamment dans les œuvres complètes. Principalement, je dirais, beaucoup dans les œuvres complètes. Par exemple, les œuvres complètes de Kelly sont des choses qui m'ont toujours fait rêver. Bon, moi, pour un hasard dans ma trajectoire, je me suis rendu compte, il y a une petite quinzaine d'années, que dans les sujets que je pratiquais, les gens n'avaient pas regardé les travaux de Lie et de Cartan. Élie Cartan, qui était le père d'Henri Cartan, qui sont des trucs très touffus, très indéchiffrables mathématiquement, même par des mathématiciens professionnels. Donc, je me suis dit, il faut essayer de comprendre ça. J'ai essayé de lire un peu Cartan, notamment le travail sur la relativité générale, qui est très difficile à lire, je ne suis pas le seul à le dire. Et puis, je n'avais jamais fait d'allemand, et puis je me suis dit, comme Cartan a été plus ou moins l'élève de Lie, pourquoi pas ne pas lire Lie? Donc, j'ai appris l'allemand pour lire Lie. Bien que mon nom ait une consonance germanique, il est d'origine luxembourgeoise, et à cause de la Seconde Guerre mondiale, ma famille a dit « vous n'apprendrez pas l'allemand », ce qui est une erreur à mon avis. Et donc, je me suis dit « je vais apprendre l'allemand que pour lire Lie », et là, j'ai trouvé une œuvre absolument splendide. Une construction, une cathédrale de pensée, conceptuelle et intellectuelle, mathématique, sans commune mesure avec ce que j'avais jamais vu dans ma vie, en mathématiques. J'ai vu ce que c'était vraiment qu'un génie qui met en place son œuvre géniale à l'aide de ses étudiants. Et je fais une petite anecdote, donc ça c'est ce qu'on appelle les diagrammes des systèmes de racines pour le groupe exceptionnel G2, qui est de dimension 14. Il faut s'imaginer qu'il y a 2 dimensions qui sont cachées dans le centre, ici. Et les diagrammes de Dynkin donnent plus ou moins le squelette algébrique de la structure d'algèbre de Lie. Il y a des crochets entre les éléments. Je ne rentre pas dans les détails parce que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est qu'une algèbre de Lie. Regardons seulement les diagrammes. En revoilà encore une image. Ça, c'est les diagrammes d'isomorphisme exceptionnel entre algèbre de Lie simple. Et petite anecdote, j'imagine que Dynkin a lu des travaux de Lie. Et alors, dans le livre de Lie et de Engel, qui est en 3 volumes, dont j'ai traduit un volume et qui est paru à Springer en 2015, j'ai toujours rêvé de terminer le 3e volume. Actuellement, j'ai un étudiant à M2, Romain Crétier, que j'essaie de lancer dans cette direction. Dans les 2000 pages, il y a une seule figure, c'est celle-ci. Une seule. Et cette figure, à mon avis, qui n'a rien à voir avec les diagrammes de Dynkin, dans son design, a probablement inspiré Dynkin. Elle représente, alors je vais dire très rapidement, il faut s'imaginer que le plan dans lequel est ce triangle, c'est un espace projectif, y compris l'infini. Et là, ça représente des droites invariantes par un champ de vecteurs et des points fixes par un champ de vecteurs. Et dans cette figure-là, il faut s'imaginer, je crois, que ce point-là est à l'infini, etc. Alors, dans ce travail, Lie démontre que les sous-groupes du groupe projectif
vus du point de vue infinitésimal, sont seulement ces trois champs de vecteurs, où x, c'est des ronds sur des ronds x, p, pardon, c'est des ronds sur des ronds x, et q, c'est des ronds sur des ronds y. Et cette classification des sous-algèbres de l'algèbre de Lie du groupe projectif, eh bien, on ne la trouve que dans les œuvres de Lie. La démonstration complète des classifications d'actions de groupes de Lie holomorphes en dimension 2, on ne trouve une démonstration complète que dans les œuvres de Lie. Et il n'y a aucun texte moderne qui a redémontré ce théorème qui fait 50 pages. Ensuite, il y a 300 pages de plus pour attaquer la dimension 3 chez Lie. C'est une œuvre monumentale, il n'y a pas de doute. On fantasme beaucoup en France sur l'œuvre de Galois, qui n'est, à mon avis, beaucoup moins impressionnante que celle de Lie. On sait pourquoi. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose qui est absolument fascinant dans la systématicité conceptuelle et constructive de Lie. Là, voilà une autre figure qui n'est pas tirée du livre avec Engel, en 3 volumes, qui est tirée du livre avec Schaeffers, qui représente encore un diagramme de courbe intégrale d'un champ de vecteurs qui est, je pense que c'est celui-ci. Voilà. Et on voit aussi des... Alors là, il faut s'imaginer qu'en fait, ça, c'est la droite à l'infini, je crois. Je ne me souviens plus, je ne rentre pas dans les détails. Et revoilà un autre diagramme de phase, pour ceux qui ont fait... Donc ça, ce n'est pas la théorie qualitative de Poincaré, c'est avant, en fait, c'est plus ou moins la même époque, mais c'est pour des algèbres de Lie, des champs de vecteurs qui viennent d'un groupe où il y a vraiment des symétries. Donc c'est moins riche que la théorie de Poincaré, finalement. Alors, juste pour les 5 ou 10 minutes qui restent, je ne veux vraiment pas dépasser pour qu'on n'ait pas l'impression que ça devienne de plus en plus incompréhensible. Il y a environ 8 ou 9 semaines, donc mon collaborateur Pavel Nurovski est venu me voir à Paris, exprès. Il n'arrivait pas à terminer un truc. Et il s'agit en fait de diagrammes de Tikin réels, pour les algèbres de Lie semi-simples réels, ce qu'on appelle les diagrammes de Satake. Et en fait, seulement certains diagrammes, ces deux-là, le E2 et le E3, ont une réalisation dans les géométries que j'appelle Cauchy-Riemann, qui sont interactions entre le réel et le complexe. Là, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail non plus, mais ce n'est pas très grave. Et le fait qu'il y ait donc ces paires de sommets du diagramme qui sont reliés montre qu'on peut faire une symétrie complexe qui est la multiplication par racine de moins 1 sur l'espace tangent. Et donc ça, je vais peut-être zapper pour l'instant et je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'est trop tard, c'est pas si grave. Ça, j'aimerais bien en parler. Peut-être j'y reviendrai quand même très rapidement à la fin. Et maintenant, je vais venir à l'article de Helgason, 1977, au bulletin de l'AMS. Donc, il fait un petit rappel de ce que sont les algèbres de Lie semi-simples, dont la dimension 14, 52. Ça, c'est G2, c'est le premier, les étoiles que j'ai montrées au début. Et ça, c'est le E2 ou E3, qui correspondent à E6, les formes réelles de E6 complexes. Et Helgason dit que, ah oui, mais Cartan, en 1910, dans son article considéré comme le plus difficile par tous les gens qui travaillent dessus au niveau international actuellement, qui fait une centaine de pages, il a classifié donc les distributions de dimension 2, c'est-à-dire les distributions de plans comme la main dans l'espace, mais dans un espace à dimension 5, qui sont maximalement non intégrables. Ça veut dire que si on prend un crochet de Lie entre deux vecteurs tangents dans l'espace, on engendre une dimension supplémentaire, et si on reprend un crochet de Lie avec les deux directions qu'on avait au départ, et c'est les seuls crochets de Lie qu'on peut prendre, on réengendre les deux dimensions qui restent, et 2 plus 1 plus 2, ça fait bien 5. Donc ça a été beaucoup étudié et réétudié, notamment au niveau international par Bryant, par aussi Doubrov, qui a confirmé la liste de Cartan. C'est considéré comme l'article de Cartan le plus difficile, et parmi tous ces modèles homogènes que Cartan a classifiés, c'est un travail vraiment d'ampleur, ça ferait 300 pages si les détails étaient tous écrits, eh bien, il y a une distribution exceptionnelle qui a le groupe exceptionnel G2 comme groupe de symétrie. Et ça, Cartan l'a tout de suite assez rapidement vu. C'était l'algèbre de Lie de dimension 14. Et en 1914, donc quelques années plus tard, 5 ans plus tard environ, eh bien, Lie et Engel qui était un élève de Mayer, d'Adolf Mayer, qui a été envoyé chez Lie pour faire le travail que Lie n'arrivait pas à écrire. Il avait tout dans la tête, mais il n'arrivait pas à écrire. Et ce qu'ont fait Engel et Cartan, dans 2 articles subséquents, enfin l'un après l'autre, au compte-rendu de l'Académie des sciences, ils ont dit « Ah, mais pour le prochain groupe exceptionnel F4, nous savons représenter des systèmes de Pfaff, c'est-à-dire des systèmes de forme différentielle, dont le groupe est F4. Nous savons le faire. » Alors c'est un peu vache, c'est déjà de dimension 15. Au départ, c'était dimension 5. Ça commence à devenir plus vache. Sauf que dans ces 2 notes au compte-rendu, il n'y a pas les détails. Il n'y en a jamais eu depuis.
Donc les gens qui connaissent un peu l'historique de ce sujet, c'est un peu moins mon cas parce que moi j'ai commencé à travailler là-dedans plutôt récemment. Enfin, Nurowski il est dedans depuis plus longtemps que moi. Et ce que je dis, c'est qu'il avait lancé un article il y a environ 3 ans avec 2 collaborateurs, un dans l'Utah et un qui est à New York. Et ils étaient bloqués par, ils savaient construire en fait les équations un peu analogues à celle-ci pour le prochain groupe exceptionnel qui est de dimension 78. Celui-ci, les formes réelles dans les diagrammes de Satake. Voilà, alors un certain Jiao Nie, qui est dans l'Utah, sait plus ou moins lire les constantes de structure dans l'algèbre de Lie à partir des diagrammes de Dynkin pour deviner les coefficients de Taylor. Là, il y a un coefficient 1, vous voyez. Là, il y a un coefficient -1, puis il y a une partie imaginaire, une partie réelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les symétries. Et ça, c'est une autre affaire. Et donc, je me suis attelé à la tâche pendant environ 7 semaines. Voilà un des champs de vecteurs dont la partie réelle est tangente aux 8 équations que je viens de vous montrer. Et quand on écrit pour E3, je pense que je vous ai donné une partie de ce que je faisais à cette époque-là. Ça a été quand même un travail assez gigantesque où il y a 400 fichiers sur ordinateur de calcul et d'exploration. Ça a été assez intense. Et ensuite, je me suis attaqué sur des modèles dont la symétrie est de type SUPQ. Le problème de ces modèles, c'est qu'ils dépendent de 3 constantes L, M et N. Et que l'ordinateur, quand ça commence à être de la dimension un peu élevée, il n'aime pas trop, quoi. Donc je me suis retrouvé à passer du temps pour programmer l'ordinateur pour être capable de résoudre des systèmes d'équations linéaires avec environ 50 000 inconnus et environ 250 000 équations. Sauf que quand il fait ça, l'ordinateur, en général, il dit non plus tôt d'ailleurs. Mais j'ai mis quelques semaines à comprendre, ou quelques jours à comprendre que dès qu'il y avait du racine de -1, ça multipliait le temps de calcul par 100. Donc j'ai réussi à défalquer la racine -1 des équations pour faire des trucs purement linéaires en réel. Et d'un seul coup, par exemple, le calcul de ce truc-là, au lieu de se faire en 1 heure, il se faisait en 1 seconde. Donc ça, c'est aussi un message. Je pourrais en parler assez longuement parce que je fais surtout dans ma vie du calcul. Et donc, au bout d'environ 5 semaines de travail, j'ai réussi à mettre au point cette formule dans le cas où l'entier L vaut 5, l'entier M vaut 3 et l'entier N vaut 2, ce qui veut dire que la variété, elle est quand même de dimension 65. On travaille sur une variété de dimension 65, et j'ai compris que pour L plus petit que 5, les formules que j'obtiendrai ne me permettraient pas d'obtenir et de deviner la combinatoire. Donc j'ai deviné la combinatoire après avoir programmé, et ensuite, après l'avoir deviné, j'ai écrit à la main la formule que je devinais. Et ensuite, j'ai dit à l'ordinateur, je vais programmer la formule sur ordinateur. Il faut s'imaginer que cette formule, elle a aussi son complexe conjugué. Je ne l'ai pas écrit. Et que c'est L, c'est le L qui a 19 termes, plus le complexe conjugué, qui doit être tangent à toutes les équations qui sont là, pour L égale 5, N égale 2, M égale 3. Ça a marché. Je vais m'arrêter là-dessus, bientôt. Et ensuite, l'expérience cruciale, c'est quand je change les valeurs. Est-ce qu'elle marche encore, la formule? Et elle a marché. Donc tout ça pour dire, et je vais terminer par un épilogue, pour pas trop dépasser, parce qu'évidemment, je parle de choses incompréhensibles, peut-être juste pour le fun quand même. J'aime le fun, surtout dans le calcul. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'ouverture et de liberté. Le calcul, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, un des lieux absolus de l'ouverture. Et c'est pour ça que les gens ont peur du calcul, parce que très vite, on est non seulement tout nu, mais on est dans le froid, puis on est complètement désorienté. Donc, arriver à calculer, c'est une formation, disons, intellectuelle qui demande du temps, et on sait tous que les mathématiciens, dans le passé, étaient des calculateurs. Ça s'est un peu perdu, ça revient avec les ordinateurs, il faut le dire. Donc ça, c'est une formule qui fait 46 lignes, en fait. C'est une seule formule. Et ça, c'est pour la dernière composante de la gradation de l'algèbre de Lie. Alors le problème, c'est que cette formule, je ne l'ai pas démontrée. Je n'ai pas de démonstration. Elle est vraie, mais je n'en ai pas de démonstration formelle. Pourquoi? Parce qu'à cause de la découpage, vous voyez des zones vertes, là, je ne rentre pas dans le détail. Il y a un diagramme avec des zones vertes et des zones bleues. Et au total, le nombre de zones, c'est 46. D'accord? Et sur l'ordinateur, je programme la formule avec les 46 termes et la partie conjuguée, ça fait donc 92 termes. Oui, c'est ça, 92 termes. C'est pas difficile, ça. Ça, c'est très rapide. Et ensuite, je change les valeurs de L, M, N au hasard, et à chaque fois, l'ordinateur me dit « Ceci est tangent à toutes les équations ».
Donc c'est une preuve expérimentale, si vous voulez. Enfin, pour moi, c'est une preuve. Par contre, si je veux rédiger la preuve formelle à la main que ces trucs-là sont tangents, c'est peut-être 50 pages de détails. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait, hein, vous l'avez compris, parce qu'il y a 46 zones. Et à cause du fait que I est plus petit que J, I est plus grand que J, toutes ces zones, ça découpe le travail en énormément de sous-cas pour vérifier qu'effectivement, que formellement, pour tout entier L, M, N, ça marche. Donc il y a un moment aussi, et ça j'en ai parlé au séminaire philosophie et mathématiques, quand j'ai fait une intervention d'un gros quart d'heure il y a environ 4 semaines, c'est un truc aussi qui m'amuse maintenant, et ça rappelle un peu Ramanujan aussi, c'est qu'il y a un moment, et Cartan aussi était comme ça en fait, il y a un moment, on ne peut pas écrire tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a compris, on ne peut pas tout détailler. Il y a un choix à faire, il y a un choix à faire qui consiste à dire, ou bien, ça y est, je me le fais mon article de 80 pages, j'accepte d'y passer peut-être 3 mois, 6 mois de plus, pour, allez, je me mets en prison, la prison mathématique, je vais m'imposer un travail dur et difficile pour le plaisir de souffrir. Ou bien je me fais vraiment, je vais dans l'univers et je fais des choses, je vois. Et donc, il y a vraiment comme un... Je vous en parle parce que je suis à une période de ma vie où ça commence à devenir de plus en plus tangent. Qu'est-ce que je choisis? Et après, c'est pour ça que, d'une certaine manière, vous l'avez deviné, enfin, je vais terminer là-dessus. Pourquoi est-ce que, à la fin de cette première section de l'article de Helgason, il dit les preuves détaillées de ces choses-là du fait que les symétries de ce système de Pfaff sont le groupe exceptionnel, donc F4, les preuves détaillées manquent. Là, c'est E6, hein, c'est pas 52, c'est 78 la dimension. C'est un peu plus costaud. Et donc la suite du travail, qui n'a pas été fait par... Et Nurowski m'en a un peu parlé, moi j'étais excité, je me dis, je vais le faire, ce truc. C'est un peu ça aussi. On a envie de le faire, quoi. Et ce que je dis, c'est que la suite de ce qu'a fait Cartan, ça n'a pas été fait du tout. Ils disent, Cartan-Engel pour F4, on peut vous présenter un système de Pfaff. En fait, je ne vous ai pas dit, mais à partir de ces équations-là, on peut produire un système de Pfaff et plus ou moins réciproquement. Voilà, donc c'est plus ou moins équivalent. Donc ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas les détails, mais on sait pourquoi. C'est que les détails, c'est costaud. C'est ça, les détails. Et c'est dans un cas plus dur, en fait. Alors je termine par un épilogue d'une petite page. Je crois que je n'ai pas parlé trop longtemps et c'était mon intention. Donc là, j'ai tapé en LaTeX aussi, on a 37 pages de LaTeX comme ça. Ça j'aime. Ça, par contre, ça c'est du plaisir pur. Une fois que les trucs sont faits, ça, c'est du plaisir. Voilà. Et conclusion, trésor et résurgence. Oui, les bibliothèques sont des trésors. Parce que des hommes qui nous ont précédés ont consacré leur vie à travailler sur certains sujets qu'on peut faire revivre, qu'on peut faire renaître. Alors Cartan est très célèbre. C'est facile de faire revivre. Il y a des choses aussi qui mériteraient de renaître. Et cette idée qui me semble absolument essentielle, c'est que nous sommes très petits, en fait, dans l'univers mathématique, et beaucoup de gens qui nous précèdent ont fait des choses beaucoup mieux que nous. Alors, sur l'obsolescence, hein, je ne veux pas en parler parce que finalement, ce n'est pas ce que je veux dire. Et sur le patrimoine. Alors, on a eu parfois cette discussion un peu à Elisabeth. Attention, le patrimoine, dangereux, mot dangereux. Ça veut dire que les bibliothèques, bah oui, c'est un vieux truc qu'on doit garder, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un patrimoine vivant, à mon avis. Et d'autant plus vrai que je pense que je suis le seul individu qui ait vraiment regardé les œuvres de Lie ces dernières années. Je les ai fait revivre, ça a été publié par Springer. Et mon intention, c'est de faire que le volume 3, il y ait une source en anglais, où c'est refait à la sauce un peu moderne, et que ce soit vraiment une référence. Que ça existe en littérature. Donc ça peut revivre. En fait, Lie s'est passé un peu dans l'oubli parce que c'est trop difficile. C'est aussi ça le problème. C'est qu'à un moment, les maths deviennent trop abouties, trop difficiles, et elles s'effondrent un petit peu du fait que les gens n'ont plus la force de continuer. Ou il n'y a pas l'école qui sait continuer. Donc le fait que les bibliothèques restent là, qu'elles disent qu'il y a encore... Alors l'image du cimetière ne me plaît pas beaucoup, mais c'est un peu une forme de respect aussi pour les œuvres qui nous précèdent. Ce sont des choses qui portent en elles toujours ces germes d'infini, et il faut avoir un immense respect pour ça. Je m'arrêterai là-dessus.